l'encyclopédie qui voulait habiter tous les salons, tout l'univers, ou comment Hachette a transposé en 1961 le système Verne-Hetzel à l'âge du salaire mensuel, du démarchage en porte-à-porte et de la table basse familiale. Il existe, dans la mémoire des Français nés entre 1955 et 1985, un objet domestique d'une présence si insistante qu'il a fini par se confondre avec la définition même du foyer cultivé. La rangée de volumes rouges aux dorures discrètes, alignés sur l'étagère du salon ou dans le couloir qui menait aux chambres des enfants, dont le seul intitulé « Tout l'univers » résumait la promesse encyclopédique avec une ambition que ni Diderot ni Larousse n'auraient désavouée. Pour les uns, ces volumes étaient le décor inerte d'une bibliothèque jamais ouverte, témoin muet d'une velléité parentale d'élévation culturelle. Pour les autres, ils ont été l'instrument réel d'une initiation au savoir, le compagnon des exposés scolaires et des dimanches pluvieux, le premier univers cohérent qu'un adolescent ait pu explorer page après page avec la certitude d'y trouver, à propos de toute chose, la réponse intelligible et abondamment illustrée qui lui manquait. Dans les deux cas, leur fonction sociologique a été identique. Signaler, par leur présence même, l'appartenance d'une famille à la classe moyenne ascendante d'un pays qui sortait de la guerre et croyait encore que l'éducation des enfants se mesurait à la quantité d'imprimés que les parents étaient capables de leur fournir. Or, lorsqu'on relit l'histoire commerciale de cette encyclopédie à la lumière de la stratégie hetzelienne dont nous avons précédemment analysé les ressorts, une évidence s'impose avec une force qu'il convient de nommer. Tout l'univers n'est pas une innovation éditoriale spécifique aux Trente Glorieuses, mais la transposition presque mécanique, et néanmoins profondément intelligente, du système Verne-Hetzel aux conditions économiques, démographiques et technologiques de la France pompidolienne. Ce qu'Hetzel avait imaginé pour vendre des romans d'aventure à la bourgeoisie du Second Empire, Hachette et son partenaire italien le redéploient un siècle plus tard pour vendre du savoir encyclopédique aux familles salariées du baby-boom, en conservant l'architecture commerciale fondamentale et en modifiant que les paramètres ajustés à l'époque. Le présent essai entend démontrer cette continuité en analysant les mécanismes du succès de tout l'univers et en les mettant en regard, point par point, des dispositifs hetzeliens que nous avons décrits ailleurs. La généalogie italienne d'un succès français, l'histoire commence à Milan, en 1958, dans les bureaux de Fratelli Fabri Editori, maison d'édition que les frères Dino et Giovanni Fabri ont fondée après la guerre et qui s'est spécialisée dans un format alors en pleine ascension. Le fascicule hebdomadaire vendu en kiosque, c'est-à-dire la livraison régulière, à prix modique, d'un cahier illustré que le lecteur est invité à collectionner pour reconstituer, au terme de plusieurs mois ou plusieurs années, une œuvre encyclopédique d'envergure. Cette année-là, Giovanni Fabri lance Conoscer, savoir, en italien, qui sera durant plusieurs décennies le navire amiral de la maison et l'un des plus grands succès commerciaux de l'édition italienne d'après-guerre. Trois jeunes collaborateurs, Gianni Tisseri, Vito Fortunato et Nunzio Giacono, en signent les premières livraisons et le succès est immédiat. La formule de la connaissance vendue par petites doses hebdomadaires, abondamment illustrée et accessible à toutes les bourses, répond à un appétit culturel que l'Italie miraculeuse, en pleine reconstruction et en pleine ascension industrielle, exprime avec une avidité qui surprend les éditeurs les plus expérimentés. 3 ans plus tard, en 1961, Hachette flaire l'opportunité et négocie avec Fabri les droits d'adaptation française. L'opération passe par la création d'une structure intermédiaire, l'éditeur ODEJ, fondé par Armand Bérécy spécifiquement pour adapter en français les ouvrages de la maison italienne, et le 25 octobre 1961, le premier fascicule de tout l'univers paraît dans les kiosques de France au prix accessible qui doit permettre, selon le calcul stratégique de l'éditeur, à la quasi-totalité des familles françaises d'envisager l'acquisition. Le calque est revendiqué. La diffusion française est calquée sur le modèle italien, formule que l'historiographie de l'encyclopédie reprend mot pour mot, sans s'aviser de ce qu'elle révèle d'une époque où l'innovation éditoriale franchissait les frontières, aussi rapidement qu'elle franchit aujourd'hui les serveurs des plateformes numériques. Cette généalogie italienne mérite d'être soulignée pour 2 raisons. D'abord, parce qu'elle nous rappelle que les grandes innovations commerciales naissent rarement dans le pays qui les rend célèbres. Hetzel s'inspirait des modèles de feuilletons anglo-saxons que Dickens avait portés à leur perfection, et Hachette importe d'Italie un format que Fabri a inventé en réponse aux conditions spécifiques d'un marché en reconstruction. Ensuite, parce qu'elle illumine un principe que les commerçants oublient parfois. Ce qui marche dans un pays donné, à un moment donné, peut être transposé dans un autre pays à condition d'en respecter la mécanique profonde et d'en adapter les paramètres superficiels. Tout l'univers n'est pas Conoscer traduit. C'est Conoscer transposé, c'est-à-dire repensé pour les sensibilités françaises,
les habitudes culturelles françaises et le calendrier scolaire français, sans rien perdre de l'architecture commerciale qui faisait son efficacité. 2. Le fascicule hebdomadaire ou la résurrection moderne du feuilleton hetzelien, le format de tout l'univers, 20 pages hebdomadaires, paraissant chaque mercredi en kiosque, traitant 6 à 8 sujets de 2 à 4 pages chacun, abondamment illustrés en couleurs et embrassant tous les domaines de la connaissance humaine, n'est pas un format neutre. C'est, à un siècle de distance, la même intuition commerciale qui présidait aux livraisons bimensuelles du magasin d'éducation et de récréation où Hetzel publiait Verne en feuilleton. Il s'agit, dans les deux cas, d'utiliser la régularité de parution comme moteur d'attachement, de transformer chaque livraison en rendez-vous attendu et de monétiser la fidélité plus que l'achat ponctuel. Là où Hetzel demandait à son lecteur d'attendre 15 jours pour connaître la suite du Capitaine Nemo, Hachette demande aux siens d'attendre une semaine pour découvrir le prochain fascicule consacré aux civilisations anciennes ou à la photosynthèse. La durée de l'attente est différente, le ressort psychologique est identique. Cette régularité hebdomadaire est calibrée avec un soin qui mérite qu'on s'y arrête. Elle est suffisamment fréquente pour entretenir une présence constante dans la conscience du lecteur. Assez de présence pour que le passage devant le kiosque devienne un réflexe, pour que l'oubli d'un numéro soit ressenti comme une lacune, pour que la collection en devenir occupe une place stable dans l'écologie mentale de la famille. Mais elle est aussi suffisamment espacée pour rester économiquement supportable. À quelques francs par fascicule, l'investissement hebdomadaire reste indolore, et c'est précisément cet indolore qui rend le système redoutable. Nul ne décide d'acheter une encyclopédie à 600 francs. Tout le monde peut décider d'acheter un cahier à quelques francs. La somme totale, au terme des 5 années que dure la collection complète, atteint pourtant un montant qu'aucune famille, dans la décision rationnelle d'un achat unique, n'aurait sans doute consenti à débourser. C'est l'art du saucissonnage tarifaire, fragmenter le coût pour le rendre acceptable et compter sur l'inertie du lecteur engagé pour qu'il aille jusqu'au bout. Le mercredi comme jour de parution n'est pas non plus accidentel. Il s'agit du jour traditionnellement libre des écoliers français, celui où l'école primaire ne fonctionne pas, où les enfants disposent du temps de lire, où les parents peuvent les emmener au kiosque et acheter le numéro de la semaine. La parution de tout l'univers s'inscrit ainsi dans le rythme social et scolaire de la France des années 60. Elle ne crée pas une nouvelle habitude, elle se greffe sur une habitude existante, le mercredi des enfants, et la colonise au profit de l'éditeur. C'est la même logique qui amène les newsletters contemporaines à se demander quel jour de la semaine ouvre les meilleurs taux de lecture et qui pousse les plateformes de streaming à concentrer leurs sorties phares sur le vendredi soir, créneau de la consommation hebdomadaire culminante. Hachette avait identifié son créneau 60 ans avant que les data scientists ne le théorisent. 3. La numérotation continue ou l'invention de la dépendance par construction, le détail technique le plus révélateur de l'intention commerciale, qui présidait à tout l'univers, est aussi celui qui passe le plus souvent inaperçu. Les pages des fascicules sont numérotées en continu d'un numéro au suivant, et non pas remises à zéro à chaque livraison comme le seraient des magazines indépendants. Le numéro 2 ne commence pas à la page 1. Il commence à la page 21 parce que le numéro 1 finissait à la page 20. Cette continuité paginale a une conséquence qui paraît anodine et qui est en réalité décisive. Elle rend les fascicules inséparables de leur reliure. Un numéro pris isolément n'est pas un objet complet parce que sa numérotation présuppose les numéros précédents et appelle les numéros suivants. Il n'a de sens qu'inséré dans une collection ordonnée, et il n'a de présence physique stable que glissé dans la reliure spécialement conçue pour le recevoir. Cette ingénierie de la dépendance est l'équivalent moderne de ce que les architectes nomment lock-in ou enfermement de l'utilisateur. La même mécanique qui fait qu'on ne change pas de smartphone parce qu'on a investi des années dans son écosystème, qu'on ne quitte pas son fournisseur d'énergie parce que le contrat est tacitement reconduit, qu'on ne désabonne pas son service de streaming parce que les recommandations finement personnalisées sont devenues précieuses. Hachette construit, dès la conception du produit, une situation où l'abandon est plus coûteux que la continuation. Abandonner tout l'univers en cours de collection, c'est se retrouver avec une demi-encyclopédie inachevée dont la page 760 reste suspendue dans le vide, tandis que continuer ne demande que la modeste persistance d'un achat hebdomadaire. La rationalité économique penche du côté de la persévérance. La psychologie du sunk cost, l'investissement déjà consenti que l'on rechigne à abandonner, verrouille la décision. Il faut admirer la sophistication de ce dispositif et reconnaître qu'il préfigure presque tous les modèles d'abonnement contemporains. Quand Spotify ou Netflix construisent leurs services de manière à ce que le coût psychologique de l'abandon soit supérieur au coût mensuel de la reconduction, ils mobilisent exactement la même mécanique que la pagination continue de tout l'univers.
Ils transforment une décision d'achat répétée, qu'il faudrait reprendre chaque mois, en une décision de non-désabonnement qui exige un acte volontaire pour interrompre le flux. La paresse cognitive, qui pousse l'humain à reconduire ce qui marche plutôt qu'à interrompre ce qui ne dérange pas, devient le principal allié commercial de l'éditeur. Hachette l'avait compris en 1961. Les plateformes numériques le redécouvrent depuis 20 ans avec l'enthousiasme de l'inventeur qui ignore qu'il répète l'invention. 4. Du carton classique au Skivertex rouge. La reliure comme promesse de bibliothèque, si la pagination continue verrouille l'achat des fascicules, la reliure verrouille la signification de la collection. Hachette commercialise, en parallèle des numéros hebdomadaires, des reliures spécialement conçues pour les recevoir, d'abord en cartonnage classique, puis dans un revêtement synthétique qui imite la texture du cuir, et que la marque commerciale Skivertex désignera durablement dans la mémoire de plusieurs générations de Français. Le passage du cartonnage initial au Skivertex rouge dans la grande réédition de 1971-1976, celle qui totalise 240 numéros, et que les anciens collégiens reconnaissent au premier regard sur les étagères de leurs parents, n'est pas une simple amélioration matérielle. C'est un saut qualitatif délibéré, une montée en gamme qui transforme l'encyclopédie utilitaire en objet de prestige domestique. Cette imitation cuir est l'exact équivalent fonctionnel des cartonnages d'étrennes que Hetzel produisait pour ses voyages extraordinaires. Comme les cartonnages, elle ne se contente pas de protéger le contenu, elle le sublime, elle le signale, elle le fait passer du statut d'imprimé périssable à celui de mobilier permanent. Comme les cartonnages, elle confère à l'objet une présence visuelle qui dépasse la somme de ses pages. La rangée de volumes rouges et dorés sur l'étagère du salon n'est plus seulement la trace d'un achat passé, elle est la définition d'une famille comme cellule cultivée, instruite, soucieuse de l'éducation de ses enfants. Comme les cartonnages, elle est conçue pour traverser les générations. On ne jette pas un volume relié en imitation cuir comme on jette un magazine, on le conserve, on le transmet, on le retrouve 30 ans plus tard dans le grenier des parents avec l'émotion du retour aux sources. Et comme les cartonnages, elle vaut aujourd'hui quelque chose sur le marché de l'occasion, moins que les Verne Hetzel, certes, parce que la rareté est moindre et que les cours du collectionnable obéissent à des hiérarchies que la sociologie peine encore à reconstituer, mais suffisamment pour que des collections complètes circulent à 50 ou 100 € sur les plateformes d'enchères. La couleur rouge n'est pas non plus indifférente. Elle inscrit visuellement tout l'univers dans la même lignée chromatique que les grandes collections encyclopédiques de prestige, le rouge des reliures classiques, le rouge des bibliothèques bourgeoises, le rouge qui dit à la fois la chaleur du foyer et la solennité du savoir. Les concurrents de Hachette à la même époque, Quillier, Larousse, Borda, produisent des reliures de teintes voisines parce que tous comprennent que la couleur d'une reliure d'encyclopédie n'est pas un choix esthétique, mais un code culturel. Elle doit signaler, depuis le couloir du salon, l'appartenance à une catégorie d'objets dont la fonction est de cultiver et d'élever. Le Skivertex rouge de tout l'univers prolonge donc une tradition visuelle dont il prend le relais avec autorité, en y ajoutant la nouveauté du synthétique qui imite le cuir, démocratisation du luxe par les matériaux, exactement comme le cartonnage Hetzel imitait à bon compte les reliures pleines peau des bibliothèques aristocratiques. Le porte-à-porte est la stratégie d'enrôlement parental, mais le détail commercial qui distingue le plus radicalement tout l'univers de ses prédécesseurs et qui mérite à lui seul une analyse minutieuse est la stratégie de vente par démarchage à domicile que Hachette met en place après la phase initiale de diffusion en kiosque. Une fois que la marque est installée, que la formule est éprouvée, que les premiers volumes reliés circulent dans les foyers et que le bouche à d'oreille a fait son œuvre, l'éditeur passe à la vitesse supérieure. Il recrute, forme et déploie une armée de représentants qui sonnent aux portes des appartements et des pavillons français pour proposer aux parents l'acquisition de la collection complète. Ce porte-à-porte n'est pas anecdotique. Il devient le principal canal de vente de la collection, celui qui assure l'essentiel des marges et qui transforme un produit de kiosque en investissement familial structurant. La sociologie de cette vente directe est passionnante à reconstituer. Le représentant qui sonne à la porte du foyer ne s'adresse pas à l'enfant, qui est le destinataire ultime du produit, mais aux parents, et c'est là que se joue la subtilité de la proposition commerciale. À ses parents, généralement issus d'une classe sociale où l'éducation des enfants est perçue comme le principal levier d'ascension sociale, le représentant ne vend pas une encyclopédie. Il vend une promesse d'avenir. Avec tout l'univers, l'enfant pourra réussir à l'école, faire ses exposés avec rigueur, briller en classe, accéder au lycée puis aux études supérieures que les parents eux-mêmes n'ont peut-être pas faites. La transaction n'est pas marchande, elle est rituelle. Elle inscrit l'acte 500 achats dans le grand récit familial de la transmission, de l'investissement parental,
du sacrifice consenti pour la génération suivante. Refuser, c'est par implication accepter que l'enfant ait moins de chances que les voisins qui ont accepté. Cette mécanique est l'exacte sœur, transposée à l'âge du salaire mensuel et du pavillon de banlieue, de la stratégie etzelienne d'enrôlement parental par les étrennes. Hetzel vendait à la mère bourgeoise du Second Empire la possibilité d'offrir à son fils, pour Noël, un volume des voyages extraordinaires qui combinait l'aventure et la science, et faisait d'elle une mère cultivée et soucieuse. Hachette vend, un siècle plus tard, à la mère pavillonnaire des années 70, la possibilité d'équiper son fils d'une encyclopédie qui combine le savoir et la beauté, et fait d'elle une mère moderne et prévoyante. Le rituel a changé d'enveloppe, l'étrenne de fin d'année est devenu le mensuel d'abonnement souscrit auprès d'un représentant, le cadeau ponctuel est devenu l'investissement étalé sur plusieurs années, mais la transaction émotionnelle est identique. On n'achète pas un livre ou une encyclopédie, on achète la définition de soi comme parent qui fait ce qu'il faut. La culpabilité de l'omission est, dans les deux cas, le moteur silencieux qui valide l'achat. Il y a, dans cette continuité du dispositif émotionnel, une leçon profonde sur la nature de la consommation culturelle dans les sociétés où l'ascension sociale passe par l'éducation. Les biens culturels que les classes moyennes acquièrent pour leurs enfants ne sont jamais évalués selon une rationalité économique pure. Ils sont évalués selon une rationalité symbolique où la valeur d'usage compte moins que la valeur de signalement. L'encyclopédie que personne n'ouvre vaut quand même l'argent qu'elle a coûté, parce qu'elle existe sur l'étagère, parce qu'elle peut être ouverte à tout moment, parce qu'elle dit aux visiteurs et à l'enfant lui-même que la maison est équipée pour le savoir. C'est cette valeur de signalement, plus que la valeur d'usage effective, qui finance l'ensemble du modèle commercial de tout l'univers, et c'est cette même valeur qui finançait, un siècle plus tôt, les rangées de cartonnage Hetzel dans les bibliothèques bourgeoises où aucun enfant n'avait peut-être jamais ouvert un Verne en entier. 6. La métamorphose multisupport. Papier, 400 Rome, web, retour au papier. L'histoire de tout l'univers ne s'arrête pas avec l'achèvement de la grande édition de 1976, ni même avec la dernière édition reliée des années 80. Hachette, en gestionnaire avisé d'un actif culturel à long terme, va déployer sur sa marque encyclopédique une stratégie de capitalisation multisupport qui constitue l'un des cas d'école les plus instructifs de management de catalogue dans l'édition française du dernier demi-siècle. En 1997, alors que les 400 Roms constituent la nouvelle frontière du divertissement éducatif, Hachette Multimédia publie une version numérique de l'encyclopédie sur 2400 Roms, vendus eux aussi par fascicules hebdomadaires en kiosque, la même stratégie de fragmentation que pour le papier, déclinée sur le support du moment. En 2001, quand le web grand public a fini de remplacer les 400 Roms, l'éditeur met en ligne le contenu de l'encyclopédie sur un site dédié, accessible par abonnement payant, et l'exploitera ainsi jusqu'en 2015. En janvier 2016, retour au papier sous forme de livre modernisé. En janvier 2021, nouvelle édition en 80 volumes. En 2024, énième actualisation avec une couverture illustrée et toujours par souscription en kiosque. Ce parcours en zigzag à travers les supports, papier, 400 Roms, web, papier, est un cas d'école de la longue traîne d'une marque éditoriale et il mérite d'être examiné pour ce qu'il dit de la nature de l'actif culturel. Tout l'univers n'est pas un produit. C'est une marque, c'est-à-dire la combinaison d'un nom, d'une promesse éditoriale, d'une iconographie reconnaissable et d'une réputation accumulée auprès de plusieurs générations de Français. Cette marque peut être déployée sur n'importe quel support, papier, numérique, mixte, audio même, dans des versions à venir, sans rien perdre de sa valeur, parce que ce qu'elle vend n'est pas un objet matériel mais une fiabilité encyclopédique, un horizon d'attente que le consommateur a appris à reconnaître. C'est la même logique qui permet à Marvel de décliner ses super-héros au cinéma, en séries, en jeux vidéo, en parcs d'attractions et en lignes de produits dérivés sans diluer la valeur de la franchise. Au contraire, chaque déploiement nouveau renforce la valeur des autres. La leçon stratégique est limpide pour qui veut l'entendre. Les actifs culturels durables sont ceux qui parviennent à se détacher de leur support de naissance pour exister à un niveau supérieur d'abstraction, où le contenu peut être recombiné et redéployé selon les évolutions technologiques sans perdre son identité. Tout l'univers a survécu au passage du papier au numérique, parce que sa valeur n'était pas dans le papier. Elle était dans la marque, c'est-à-dire dans l'engagement contractuel que Hachette avait pris envers ses lecteurs, et qu'aucun support ne pouvait suspendre tant que les responsables de la maison maintenaient leur fidélité au pacte initial. Les voyages extraordinaires de Verne, 2 siècles plus tôt, ont accompli la même métamorphose, du livre relié au cinéma muet, des dessins animés des années 60,
aux jeux vidéo des années 2000, des spectacles vivants aux adaptations télévisées contemporaines, et c'est cette plasticité multisupport qui définit, mieux que n'importe quel autre critère, ce qui distingue un produit d'une œuvre véritablement constituée en patrimoine. Sept. Les correspondances structurelles avec le système Verne-Hetzel. Au terme de ce parcours, il devient possible de récapituler systématiquement les correspondances entre le système Verne-Hetzel et le système Tout l'univers. La sérialisation hetzelienne, feuilleton bimensuel du magasin d'éducation et de récréation, devient sérialisation hachetienne, fascicules hebdomadaires de Tout l'univers. Même mécanique d'attente régulière, même création d'habitudes, même fragmentation tarifaire qui rend l'achat indolore. La stratégie hetzelienne des trois formats, édition économique, édition courante, cartonnage de luxe, devient stratégie hachetienne des trois supports, fascicules isolés bon marché, collection brochée intermédiaire, volume relié en skivertex rouge pour l'étagère du salon. Même architecture de pricing à palier conçue pour ne pas choisir entre l'audience large et l'audience monétisable. La proposition de valeur hetzelienne, instruire en amusant, devient proposition de valeur hachetienne, savoir abondamment illustré, accessible et ludique, qui repose sur le même refus stratégique de choisir entre éducation et plaisir, et sur la même intuition que c'est précisément cet espace hybride qui maximise le marché adressable. La franchise hetzelienne, voyage extraordinaire comme label fédérateur, devient franchise hachetienne, Tout l'univers comme marque univers, qui fonctionne selon la même logique de cohérence éditoriale, de cross-selling implicite entre les volumes et d'effet de catalogue qui transforme l'achat d'un volume en porte d'entrée vers l'ensemble. Le management de catalogue hetzelien, réédition sous nouveau cartonnage, recueil de prestige, devient management de catalogue hachetien, réédition multisupport, refresh régulier des contenus, relance commerciale par cycle décennaux. La saisonnalité hetzelienne, affiche d'étrennes, cartonnages spéciaux pour Noël, devient saisonnalité hachetienne, relancement de souscription à la rentrée scolaire, offre découverte alignée sur les calendriers familiaux. Même exploitation des moments où l'intention d'achat se concentre, même création d'urgence par la finitude temporelle. Et le partenariat éditorial, auteur Verne plus éditeur Hetzel comme intelligence bicéphale, devient partenariat industriel, Hachette plus Fabri au DSG, c'est-à-dire un savoir-faire industriel italien plus une infrastructure commerciale française. Dans les deux cas, la complémentarité de deux compétences distinctes qu'aucun acteur seul n'aurait pu rassembler avec la même efficacité. Les correspondances sont si systématiques qu'on en vient à se demander si Hachette avait conscience, en 1961, de ressusciter le système Hetzel, ou si la convergence vient de ce que les bons systèmes commerciaux finissent toujours par redécouvrir les mêmes lois fondamentales, parce que ces lois reposent sur des invariants psychologiques que le temps ne modifie qu'à la marge. 8. Les divergences, ce qui distingue l'encyclopédie de la franchise narrative, il serait toutefois imprudent de conclure que Tout l'univers est une simple ressucée des voyages extraordinaires sous costume encyclopédique. Entre les deux modèles, il existe des divergences structurelles dont l'analyse complète l'intelligence du parallèle. La première et la plus évidente est l'absence d'auteur vedette dans le cas de l'encyclopédie. Là où la franchise vernienne reposait sur la signature unique d'un romancier identifié, dont le nom seul devenait un argument de vente et dont la personnalité construisait une intimité avec le lecteur, Tout l'univers est un produit collectif et anonyme dont les rédacteurs italiens et français, Ciceri, Fortunato, Jacono côté Conoscer et leurs équivalents adaptateurs côté OD&G ne sont connus que des spécialistes. Cette anonymisation a une conséquence commerciale. La marque est plus fragile que dans le modèle vernien parce qu'elle ne peut pas s'appuyer sur le récit personnel d'un créateur. Mais elle est aussi plus robuste parce qu'elle ne peut pas être brisée par la mort, le scandale ou l'usure d'une figure individuelle. C'est la différence entre l'auteur-marque et l'institution-marque, et chacun des deux modèles a ses avantages comparatifs spécifiques. La seconde divergence tient à la nature du contenu. Les voyages extraordinaires sont des œuvres de fiction narrative, des romans avec une intrigue, des personnages, un commencement et une fin, tandis que Tout l'univers est une œuvre informationnelle structurée par thème et non par récit. Cette différence a des implications profondes sur le mode de consommation. On lit un Verne en commençant par la première page et en allant jusqu'à la dernière, parce que la suspension du sens narratif l'exige. On consulte Tout l'univers de manière non linéaire, en sautant d'un chapitre sur les Mayas à un chapitre sur la photosynthèse selon le besoin de l'exposé scolaire ou la curiosité du moment. La franchise narrative crée des lecteurs qui suivent un fil. La franchise encyclopédique crée des consultants qui piochent dans un réservoir. Les deux fidélisations sont réelles,
mais elles n'engagent pas les mêmes facultés cognitives ni les mêmes émotions. La troisième divergence, peut-être la plus révélatrice sociologiquement, tient à la cible démographique. Hetzel ciblait l'ensemble de la famille bourgeoise, l'enfant comme lecteur direct, les parents comme acheteurs, mais aussi l'adulte comme consommateur final puisque les voyages extraordinaires étaient lus avec autant de plaisir par les pères que par les filles. Tout l'univers, en revanche, cible explicitement la tranche d'âge des 12 à 17 ans, c'est-à-dire les adolescents en pleine scolarité secondaire qui ont besoin d'une encyclopédie pour leurs exposés et leurs devoirs. Cette spécialisation démographique est en partie le reflet de la massification scolaire des années 60. Les adolescents scolarisés sont, dans la France gaullienne et pompidolienne, beaucoup plus nombreux qu'au temps d'Hetzel et ils constituent un marché à part entière. Mais elle est aussi le résultat d'un choix éditorial qui resserre la promesse pour l'intensifier. Hachette ne cherche pas à plaire à tous. Il cherche à devenir indispensable à un public précis dont les besoins éducatifs sont bien identifiés et dont les parents disposent à la fois de la motivation et des moyens d'investir dans leur scolarité. 9. Cette leçon applicable aux créateurs de 2026, au terme de cette analyse comparative, il devient possible de tirer du système Tout l'univers un faisceau de leçons opérationnelles que les créateurs contemporains, qu'ils s'occupent de contenus pédagogiques, de newsletters spécialisés, de cours en ligne ou de collections d'articles thématiques, peuvent appliquer presque sans modification à leurs propres entreprises éditoriales. La première leçon est celle de la fragmentation indolore du paiement. Un achat hebdomadaire de quelques euros est psychologiquement plus facile à consentir qu'un achat ponctuel à plusieurs centaines, même si la somme totale est identique au terme de la collection. Tout système d'abonnement contemporain repose sur cette mécanique, et tout créateur qui peut transformer une œuvre globale en série fractionnable, formation en module hebdomadaire, livre newsletter en chapitres mensuels, podcast en épisodes sérialisés, démultiplie son audience adressable. La deuxième leçon est celle de la pagination continue, c'est-à-dire de la création délibérée de dépendance entre les éléments d'une collection. Un fascicule isolé qui appelle les autres, un cours qui présuppose le précédent, un épisode qui annonce le suivant, toutes ces formes d'enchaînement créent un effet de lock-in qui transforme l'engagement initial en engagement durable et qui rend l'abandon plus coûteux que la continuation. Le créateur de 2026 qui conçoit son contenu comme une série d'éléments indépendants laisse à son audience la liberté de partir à chaque épisode. Celui qui conçoit son contenu comme une chaîne organique l'engage durablement. La troisième leçon est celle de la reliure objet, ou plus largement de la matérialisation premium d'un contenu numérique. Tout l'univers tirait l'essentiel de sa valeur perçue de sa rangée de volumes en Skivertex rouge sur l'étagère du salon. Le créateur de contenu numérique de 2026 doit se demander quelle est la version Skivertex de son œuvre, l'édition imprimée à tirage limité de ses meilleurs articles, la coffret physique de sa formation, l'objet matériel qui matérialise dans l'espace de la maison, ce qui n'existe par ailleurs qu'à l'écran. Cette matérialisation n'est pas une nostalgie. C'est une nécessité commerciale dans un monde où la dématérialisation a privé les contenus de leur capacité à signaler socialement leur possession. La quatrième leçon est celle du démarchage à valeur d'achat émotionnel. Le porte-à-porte de tout l'univers vendait aux parents la promesse d'un avenir éducatif pour leur enfant, c'est-à-dire qu'il transformait une transaction marchande en transaction identitaire. Le créateur de 2026 qui parvient à formuler son offre dans les termes de l'identité de son acheteur, non pas qu'achète mon cours, mais devient le parent qui prépare l'avenir de son enfant, le professionnel qui investit dans sa propre maîtrise, le citoyen cultivé qui refuse l'ignorance, touche un ressort qu'aucune offre purement informationnelle ne pourra concurrencer. La vente émotionnelle est plus rentable que la vente fonctionnelle parce qu'elle déplace la décision d'achat du calcul rationnel vers la définition de soi. La cinquième leçon est celle de l'enrôlement de l'acheteur indirect. Dans le cas de tout l'univers, l'acheteur n'est pas le destinataire, l'enfant lit, mais ce sont les parents qui paient. Cette dissociation est plus fréquente qu'on ne le pense dans l'économie de la connaissance. Les entreprises paient pour que leurs salariés se forment, les parents paient pour que leurs enfants apprennent, les institutions paient pour que leurs membres s'élèvent. Le créateur de 2026 qui parvient à articuler clairement cette double cible, celui qui paie et celui qui consomme, multiplie ses canaux de monétisation et accède à des budgets que la vente directe au consommateur final lui interdirait. La sixième leçon est celle de la métamorphose multisupport. Une marque éditoriale durable ne se confond avec aucun support particulier. Elle est l'engagement contractuel pris envers une audience, et cet engagement peut être honoré sur n'importe quel support technique. Le créateur de 2026 qui ne pense son contenu que sur un seul support, uniquement sur YouTube, uniquement en newsletter, uniquement en podcast, limite la durée de vie de son œuvre à celle de ce support.
Celui qui pense d'emblée son contenu comme une marque déployable sur plusieurs supports prépare la longue traîne de plusieurs décennies. La 7e leçon, enfin, est celle de l'importation intelligente. Tout l'univers n'est pas une création originale française. C'est une adaptation française d'une création italienne, et cette généalogie n'a en rien diminué le succès du produit. Le créateur de 2026, qui se persuade qu'il doit tout inventer à partir de zéro, s'impose une contrainte injustifiée. Celui qui repère un succès dans une autre langue, une autre culture, un autre marché, et qui le transpose intelligemment aux conditions de son propre public, raccourcit considérablement le délai entre l'idée et le succès. Hachette n'a pas inventé le format Konosher. Il l'a adapté en français avec le respect des invariants commerciaux et l'adaptation des paramètres culturels. C'est une pratique que les anglo-saxons nomment localisation et qui est l'un des leviers les plus sous-exploités de la création de contenu contemporaine. Conclusion. La continuité des invariants commerciaux de Hetzel à Hachette, du magasin d'éducation et de récréation à tout l'univers, des voyages extraordinaires aux fascicules en skivertex rouge, il y a la même constance d'une intelligence éditoriale qui comprend que vendre du contenu n'est pas un acte différent selon les époques, mais un acte identique sous des modalités techniques différentes. Les supports changent, les rythmes changent, les iconographies changent, les prix changent, mais les lois profondes qui régissent la relation entre un créateur, un éditeur, un lecteur et la matière culturelle qu'ils s'échangent demeurent d'une stabilité qui défie l'imagination des partisans de la rupture permanente. Le mercredi des écoliers de 1971 et le vendredi des sériphiles de 2026 obéissent à la même logique d'attente rythmée. Le skivertex rouge sur l'étagère pavillonnaire et le coffret collector du créateur YouTube remplissent la même fonction de signalement social. La pagination continue de tout l'univers et l'abonnement à reconduction tacite des plateformes contemporaines mobilisent la même paresse cognitive comme principal allié commercial. Cette continuité n'est pas un appauvrissement de notre époque par retour aux modèles anciens. C'est, à l'inverse, la reconnaissance que les modèles anciens reposaient sur une compréhension fine de la nature humaine que rien n'a démenti depuis. Hetzel et Verne savaient ce qu'ils faisaient. Bérécy et Hachette savaient ce qu'ils faisaient. Les créateurs contemporains qui réussissent durablement, non pas qui cartonnent une saison, mais qui construisent sur 10 ou 20 ans, sont ceux qui, consciemment ou intuitivement, redécouvrent les mêmes lois et les redéploient sur les supports de leur temps. Les autres reproduisent indéfiniment l'erreur des modes éphémères, persuadés que leur génération a inventé quelque chose, alors qu'elle ne fait que retrouver, sous des noms anglais et avec des outils nouveaux, ce que des hommes méthodiques avaient déjà compris au temps des fiacres et des kiosques en bois. Il restera, dans la mémoire des Français qui auront ouvert un volume de tout l'univers entre 1961 et 1985, le souvenir d'une encyclopédie qui paraissait inépuisable et dont les pages bruissaient de la curiosité du monde. Il restera, dans la mémoire de ceux qui auront étudié l'histoire commerciale du XXe siècle français, le constat qu'Hachette avait construit là l'une des plus belles machines à fabriquer de la fidélité culturelle qu'une maison d'édition européenne ait jamais déployée. Et il restera, pour qui sait regarder à travers les apparences techniques jusqu'aux invariants psychologiques et sociologiques qui les sous-tendent, la conviction que cette machine n'était pas une nouveauté absolue, mais la reformulation moderne d'une intelligence dont les premiers moules avaient été coulés, à Paris, dans le bureau d'un éditeur républicain rentré d'exil un siècle plus tôt. Verne et Hetzel, Hachette et Bérécy, les noms changent, le système continue.